Bonjour à tous les amis, alors vous êtes bien sur la chaîne Sam Agriculteur Indépendant. Sam c'est moi et on va attaquer la deuxième partie de comment bien choisir ses composts. Alors c'est un sujet tellement vaste qu'en fait il me faudrait au moins 2 heures pour vous parler des matières organiques, de tout ce qui peut se passer chez les éleveurs, les différences entre les types d'élevage sur l'incidence que peut avoir la matière organique, puisqu'en fait le compost n'est que la conséquence de ce qu'on y met dedans et ça faut bien en avoir conscience. Donc je vous ai donné pas mal de critères dans la première vidéo, déjà pour faire votre choix, mais il y en a un qui est très difficile, c'est de savoir ce que les vendeurs de ces composts ont vraiment mis à l'intérieur du compost. Et ça, c'est bien compliqué, parce qu'il y a ce qu'on nous dit et il y a la réalité. Ça, c'est un point important, c'est-à-dire que dans une plateforme de compostage, par exemple, de déchets verts, vous allez avoir des produits nobles, par exemple des branches de feuillus de bois blanc jeune, par exemple, vous savez, quand ils font les ramifications, etc. Vous pouvez avoir de la pelouse, alors ça c'est un produit un peu solide, mais vous pouvez avoir aussi des matières de résineux par exemple, voire des matières qui bougent peu. Et puis parfois on y rajoute des produits comme des bouts de papeterie par exemple qui contiennent un petit peu de produits booster, de la chaux, des choses comme ça. Bon bref, tout ça, ça se retrouve à l'analyse que vous avez et vous vous dites « Ah c'est génial, j'ai un petit peu de calcium, ah c'est génial, j'ai un peu de ci ». Sauf qu'en réalité, c'est pas toujours un calcium encore efficace, il a été neutralisé dans le compost, donc il n'amène pas vraiment des unités utiles. Vous pouvez avoir des produits qui vont apporter une mauvaise matière organique parce que, par exemple, entre un résineux et un feuillu, on n'obtient pas du tout le même humus à la sortie. C'est ce qui s'est passé dans certaines régions de France quand ils ont remis en culture, finalement. Donc ça, c'est vraiment des nuances. Vous voyez, c'est des sujets très, très vastes. Maintenant, si on y revient au concret, les composts, souvent, vous les achetez à des périodes où il y a des avantages économiques à les acheter de bonne heure. Parfois, certains se les font livrer de bonne heure. Honnêtement, ça, c'est pas le top. Pourquoi? Parce que si le produit est encore vivant, il va continuer d'évoluer sur place. Entre l'analyse que vous avez et ce que vous recevez, il y a souvent un monde très important. Pourquoi? Parce que parfois les composts sont stockés dans des grands hangars l'hiver pour préparer la logistique derrière. Ensuite, il est repris avec des grappins ou avec des chargeuses, etc. Il est réaéré, réoxygéné, comme le ferait une composteuse ou comme le ferait un agriculteur, un éleveur chez lui pour améliorer un petit peu son fumier. Il a bien compris qu'en l'aérant à nouveau, il va favoriser un équilibre entre les bactéries mais aussi les champignons. Donc en fait, ce qui nous intéresse dans nos composts, j'ai bien fait la nuance dans la première partie, c'est des composts encore vivants qui vont vous apporter des ferments dans le sol, donc qui sont presque aussi utiles que les éléments fertilisants, et puis des fumiers qui arrivent chez vous inertes. Alors les fumiers qui arrivent inertes, c'est des fumiers, des composts qui ont été trop loin, c'est-à-dire qui ont été trop au bout, ils sont noirs déjà, ils ont une couleur très foncée. Ils sont souvent, il n'y a plus d'odeur, il n'y a plus de fumier, c'est un tas de cendres en fin de compte. Et comme je vous le disais dans la première vidéo, bah voilà, on amène des unités fertilisantes, minérales. Il n'y a pas l'effet intéressant de la matière organique. Donc ça, pourquoi pas, hein, ça peut être un choix stratégique, mais ça, vous ne devez pas le payer cher, hein, c'est important. Et puis après, il y a tous les résidus aussi des villes et parfois qui vous sont proposés, des boues, des choses comme ça. Et là, quand on regarde les analyses, en réalité, on est aussi dans l'apport de fertilisants, sauf qu'il y a un tas de sous-produits qui sont enlevés dans les fertilisants, mais qui sont tolérés dans les normes de ces composts qui ne méritent pas ce nom-là non plus. Les boues ne sont pas des composts, les résidus de déchets verts, on ne peut pas vraiment les appeler des composts dans beaucoup de cas. Et puis associer un lisier avec une fiente, c'est tout juste un compost puisque ce n'est pas des produits non plus nobles avec justement la partie ligneuse, cellulosique qui font que ce compost-là contient des éléments. Quand vous prenez un compost de jardin, il a encore de la fibre, ce n'est pas un tas de boue qui va s'étaler avec les pluies hivernales. Donc recevoir le produit le plus près possible de l'usage, c'est l'idéal, mais c'est très compliqué, ça je le reconnais, pour des raisons déjà d'offre et de demande, et puis d'éloignement des sources qui font que, à un moment, il faut prévoir le transport, et c'est encore pire aujourd'hui, à l'avance. Donc le choix de compost, c'est aussi ça. Ensuite, quand vous avez une source que vous avez identifiée, vous l'avez vu, vous, de visu, avec votre ressenti d'agriculteur, le produit, il arrive chez vous, il est encore brun, il a une belle couleur marron foncé, marron clair, il sent plutôt un peu l'ensilage. Quand vous le prenez dans les mains, il est encore un peu fibreux, vous voyez, il ne s'étale pas comme une merde, c'est le cas de le dire. Parfois, certains finissent à plat, c'est des crêpes. Bon, ça, c'est des produits qui contiennent de l'eau. Et puis, on peut avoir des produits à 25-30% d'humidité. Donc ça, au moins, vous avez que 20-25% d'eau que vous avez acheté. Vous n'allez pas acheter de l'eau, les gars, quand même, c'est important. Hein. Donc ça, c'est vraiment important. Alors, le problème derrière, c'est même, par exemple, les élevages de poulets, c'est ils sont de plus en plus faits sur de l'assure, par exemple, de bois. Quel bois est utilisé? Si c'est un bois de résineux par rapport à un bois blanc, ça n'aura pas l'incidence du tout la même sur la qualité et la quantité de la matière organique. Donc ça, c'est important. Vous voyez que déjà,
Quand vous avez une bonne source, le problème, c'est d'arriver à la garder et on est quand même dans un milieu assez industriel. Donc, on a du mal à avoir les bonnes informations, il faut être honnête. Et ce n'est pas les analyses que vous avez. Je vous invite même à les refaire. Ce n'est pas très compliqué, ça ne coûte pas très cher. Vous renvoyez ça à des labos d'analyse de terre qui souvent le font et vous obtenez certaines informations qui peuvent être utiles. Donc, les titrages, quand ils dépassent 25-30 unités à la tonne sur des phosphores et autres, ce n'est pas naturel. C'est que forcément, il y a eu des produits qui ont été rajoutés au-dessus de 35. Je vais donner une marge un peu plus élevée parce que ça dépend quand même des types d'élevage. En poulet, etc., on peut avoir des choses qui montent assez haut si c'est du qualitatif. Il y a des méthodes qui existent pour valoriser les composts. Il y a par exemple la méthode valide, qui est une méthode que l'éleveur utilise chez lui pendant 2 mois. Il a obligation de faire 2 retournements avec des prises de température. Vous vous dites bien que le produit qui arrive chez vous, il est à tomber. C'est des super beaux produits qui vont avoir une incidence sur la rétention en eau, etc. Alors, quelle dose de compost ? Une dose de compost d'un bon produit, comme je viens de vous citer, là, c'est 2 tonnes hectares, c'est largement suffisant. Les 4-5 tonnes, voire plus, c'est aberrant. Les 35 mètres cubes de fumier, c'est aberrant. C'est 10 mètres cubes de fumier, c'est déjà pas mal. Est-ce qu'un fumier est meilleur qu'un compost ? Ça dépend, encore une fois, du type de fumier. Mais quand les éleveurs disent « Ah oui, mais nous, on a des sols parce qu'on amène des fumiers », non, ils arrivent tout juste à l'équilibre, les gars. Vous arrivez tout juste à l'équilibre. C'est une réalité parce que le tas de fumier, il a évolué aussi. Il a consommé les animaux, entre guillemets, les êtres vivants qui sont à l'intérieur. Ils ont consommé des nutriments, ils ont déjà fait un travail que le sol, lui, aurait pu faire et serait enrichi dans les ferments, etc., qu'il y a dedans. Donc, en fait, on est tout juste à l'équilibre dans beaucoup de cas. Alors, chose très importante, et je le redis, mais on n'enlève pas ces pailles pour rajouter un compost. Ça, c'est clair et net, c'est pas du tout ça, c'est les deux ensemble si on veut progresser au niveau de vie de sol et ramener des ferments à l'intérieur. Alors, en fait, plus le produit sent mauvais, plus il coule, plus il a des jus, et plus ce que vous allez ramener comme ferment, justement, c'est pas le top. Par exemple, l'idée reçue de dire « Ah, j'ai un fumier tout noir, là c'est du beurre », ça s'utilise beaucoup en agriculture. C'est zéro. C'est zéro. C'est que le fumier, il est nul. Alors, il n'est pas nul pour l'aspect booster, pour l'aspect coup de fouet, là, mais il est nul pour tout le reste. Amélioration du sol, allègement du sol, etc. C'est nul. C'est nul. Voilà, donc il faut le savoir. Il y a un problème dans l'élevage de stockage de fumier, un problème sous les pieds des animaux, souvent. Ça commence dans la stabulation, donc l'aération des bâtiments, la nutrition, entre un élevage laitier qui est plus riche en azote qu'un élevage allaitant. On a des conséquences sur le fumier, ça ne faut pas se leurrer. Voilà, donc bon, je ne rentrerai pas là-dedans parce que ça pourrait être l'objet d'une vidéo, mais je vous assure, amis éleveurs, il y a beaucoup à faire et vous le savez, parce que de plus en plus d'entre vous retournez, stockez de manière moins haute, etc., juste à la benne comme ça, reprenez par des épandeurs pour réaérer. Il ne faut pas aller trop loin parce que si vous amenez un fumier trop composté, vous perdez des effets utiles pour votre sol et c'est dommage. C'est dommage. Alors, est-ce qu'on peut faire un compost quand on a des cagnards comme ça, là, en pleine lumière, etc. Vous doutez bien que c'est super moyen. Maintenant, je donne de leçons à personne, c'est quand même pas simple. Mais vous stérilisez l'aspect ferment, c'est-à-dire l'aspect ensemencé de vos composts. Malgré qu'aujourd'hui, de plus en plus de composts sont dits hygiénisés, et ça c'est triste, certains sont montés en température et on vous ramène chez vous donc un engrais organique. Si vous pouvez éviter ces produits-là qui sont passés au four, etc., je vous assure que, voilà, il y a un moment donné, il était question que les vinasses soient utilisées pour faire l'électricité, etc., et on revendait les cendres aux agris, ça c'est zéro. Ce qui nous intéresse, je vous le rappelle, c'est la partie vivante des composts, et on a de moins en moins de solutions pour trouver des composts vivants. Donc aujourd'hui, je vous le redis, si vous êtes agriculteur et non éleveur, par exemple, éleveur, c'est plus compliqué. Quand vous enlevez les pailles, vous ramenez le fumier, vous êtes toujours difficilement à l'équilibre et vous devez modérer vos doses de fumier pour plus les étaler sur toute la surface puisque, je vous le rappelle, le sol mange tous les ans. Et ça, c'est valable pour tout le monde. Au lieu de mettre 5 tonnes et de dépenser beaucoup d'argent pour vos quelques hectares de colza ou de maïs, mettez-en un peu tous les ans si vous pouvez, ou tous les 2 ans, ce serait déjà un beau progrès. Et vous verrez que vous allez améliorer l'ensemble du sol. À l'échelle de 10 ans, vous verrez des phénomènes intéressants sur la rétention en eau, sur la dynamique, puisque je vous le rappelle que les propriétés de la matière organique, c'est notamment ça, améliorer la rétention, la solidité du sol. Et si en plus vous faites des amendements calcaires par là-dessus, qui sera l'objet de la prochaine vidéo, vous allez voir que là, vous allez apporter les fondamentaux de l'agriculture, bien avant tous les produits magiques, localisés, les produits d'exception, les produits liquides, tout ce que vous voulez, les analyses de tiges, enfin tout ce qu'on essaye de vous vendre et de nous vendre ces dernières années par des pseudo-spécialistes qui ne vont pas réinventer la poudre à un moment. Le problème premier pour 100% des agriculteurs aujourd'hui, c'est la matière organique. C'est le sujet clé, c'est le plus important. Et c'est malheureusement sans doute pas, vu l'avenir qui se prépare pour les composts, par les composts qu'on va le solutionner. Et donc le deuxième levier pour gérer la matière organique, c'est d'éviter d'en consommer
Et là, tout l'automne, je vais vous bassiner avec ça, la consommation de la matière organique par l'usage des outils. Les couverts végétaux, alors évidemment, avec ce qui se passe, c'est vraiment compliqué, mais c'est important quand même de tout faire pour essayer d'en faire à des moments où c'est possible. Et puis améliorer les ouvriers que vous avez dans le sol pour valoriser déjà ce que vous avez et non pas avoir des produits qui ne se décomposent pas. On retrouve des gens qui amènent des composts, donc ils souhaitent amener de la matière organique en plus, ils enlèvent leur paille de colza même, et au final, ils ont des sols qui sont ou avec des acidités de surface importantes, un travail du sol qui n'est pas adapté, etc. etc. Donc voilà, donc je conclurai en vous disant qu'aujourd'hui, choisir ses composts, c'est vraiment un challenge. Je vous donne un exemple perso. J'ai travaillé pendant 10 ans avec un éleveur identifié dans le nord de la France. Il faisait un produit d'une qualité, alors je le payais assez cher, aux alentours de 45 à 55 € la tonne. C'était un produit magnifique, fibreux, qui sentait bon, enfin bon. Il s'est converti en bio en termes de ses effluents. Son compost, il l'a valorisé bien plus cher, aux alentours de 80-85 €. Aujourd'hui, il est à plus de 100 €. Évidemment, c'est plus dans les clous pour nous en agriculture classique. Donc je me suis rabattu sur un autre produit qui y ressemble un peu, mais il faut avouer que c'est déjà plus la même chose, c'est plus industrialisé, il y a plus de travail, d'affinage et tout, il est plus fin, voilà, c'est très très compliqué. Hein. Donc déjà la couleur est un bon identifiant, je vous assure, regardez bien ce que vous recevez, l'interlocuteur que vous avez, s'il sait vraiment d'où ça vient, dans quel élevage, et aujourd'hui il y a un peu un conflit d'intérêts entre des plateformes industrielles, des sous-produits industriels qui reviennent dans les composts, des sous-produits de la méthanisation, et vraiment, là on passe vulgairement, et vu le prix des engrais, ça ne s'est pas arrangé, dans des engrais organiques et de moins en moins dans des composts et des fumiers valorisés. Dernier élément aussi pour finir, si certains donnent leur paille à des amis éleveurs ou font un échange, je rappelle quand même, et je sais que les éleveurs vont me tirer dessus à coups de fusil, mais aujourd'hui un échange, 1 tonne de paille contre 1 tonne de fumier, non les garçons, ça ne marche pas. Non, la théorie nous dirait que ça ne peut pas marcher. Donc, c'est 1 tonne de paille pour 2 tonnes de fumier minimum. Donc, voilà. Donc, évidemment, le deal, il est beaucoup moins intéressant. Et en élevage, quand même, il y a un gros travail à faire. Je sais aussi que ça ne va pas plaire à tout le monde, mais il faut qu'on se dise des choses, on est là pour ça. Sur la gestion de la paille. Il y a quand même beaucoup d'excès. Quand on voit le coût de ces chantiers dans un sens comme dans l'autre, je te sors la paille, voire j'épand du fumier chez des céréaliers qui m'ont donné la paille. Enfin, il y a un moment donné, les gars, vous êtes débordés de boulot. Il faut qu'en gestion de la paille, il y ait des évolutions. Et c'est possible. Il y a des gens qui utilisent beaucoup moins de paille que d'autres, qui même changent parfois la source d'approvisionnement de la paille. Dans les poulets, ils utilisent beaucoup des bouchons de paille. Quand on voit l'efficacité que ça a sur l'absorption, sur l'aspect sanitaire au niveau des poulets, etc. Pour les vaches, c'est exactement la même chose. Et faites bien vos calculs. Mais il y a quand même beaucoup d'exagération. Et pour les céréaliers, c'est un non-sens aussi, avant un colza, par exemple, de dire j'enlève ma paille parce que la paille gêne pour le colza. Bien évidemment, c'est un non-sens parce que faut plutôt trouver pourquoi la paille est mal digérée. Et là, les composts peuvent vous aider. Je laisse ma paille, mais je donne du carburant pour aider à l'évolution positive de mes propres résidus. Et j'évolue chaque année en franchissant des petits caps. Donc, les composts, la matière organique, tout notre avenir, elle est là. Allez, à bientôt les amis.